Les caïds ont humilié la nouvelle. Grosse erreur. Léna Blanchard avait appris à se rendre invisible bien avant de franchir les portes du lycée Jean Moulin par ce lundi matin humide de fin août. L'art de disparaître aux yeux de tous était devenu une seconde nature au cours des 3 années passées à s'entraîner dans la salle de sport de son oncle à Marseille, apprenant à canaliser sa rage et son chagrin en enchaînements précis et dévastateurs qui atterrissaient sur des sacs de frappe plutôt que sur des visages humains. Les derniers mots de sa mère résonnaient dans sa mémoire, chaque fois que ses poings se serraient instinctivement. « Promets-moi que tu laisseras les combats derrière toi. Promets-moi que tu trouveras un autre moyen. La violence n'engendre que la violence, ma puce. Brise le cycle. » Léna l'avait promis, sa main agrippant celle de sa mère, tandis que les bips des moniteurs ralentissaient. Et elle l'avait pensé de toutes les fibres de son être. Cette promesse était la seule chose qui l'empêchait de briser ses phalanges sur la mâchoire de quelqu'un durant ses premières semaines terribles au lycée Jean Moulin. L'établissement s'étendait sur plusieurs hectares au cœur de Lyon, un immense bâtiment de briques de 3 étages qui abritait plus de 2000 élèves dont les voix créaient un vacarme constant dans les couloirs entre les cours. L'entrée principale donnait sur un hall caverneux au sol en lino usé qui grinçait sous les baskets, aux murs bordés de vitrines exposant des décennies de victoires en championnat de rugby, de basket et de lutte. Des néons bourdonnaient au-dessus de sa tête, baignant tout d'une lueur crue et légèrement verdâtre qui donnait à tout le monde un air un peu malade. L'odeur fut la première chose qui la frappa. Un mélange de nettoyants industriels, de nourriture de cantine, de sueur d'adolescents et de quelque chose d'indéfinissable qui semblait imprégner tous les lycées de France. Léna ajusta les bretelles de son sac à dos, garda les yeux baissés et se dirigea vers le bureau de l'administration pour récupérer son emploi du temps. Elle avait choisi sa tenue avec soin pour ce premier jour. Un jean foncé qui lui permettait une grande liberté de mouvement. Un sweat à capuche gris uni qui dissimulait sa silhouette, des baskets avec une bonne adhérence. Ses cheveux sombres étaient attachés en une simple queue de cheval. Pas de maquillage, rien qui puisse attirer l'attention. Avec son 1m68 et sa silhouette naturellement fine, elle n'avait pas le genre de physique qui criait « athlète », à moins de savoir quoi chercher. La définition de ses épaules, la façon dont elle se déplaçait avec son poids parfaitement réparti, la vigilance inconsciente avec laquelle elle scannait chaque pièce où elle entrait. C'étaient des indices que la plupart des gens ne reconnaîtraient pas, mais pour quiconque connaissait les arts martiaux, ils étaient aussi évidents qu'une enseigne au néon. Léna gardait ses distances avec tout le monde, ne parlait que si on lui adressait la parole et essayait désespérément de se fondre dans le décor. Les 2 premières semaines passèrent dans un flou de couloirs où elle se perdait, de déjeuner solitaire dans un coin de l'immense cantine avec ses écouteurs et de regards fuyants dans les couloirs bondés. Le lycée Jean Moulin avait sa hiérarchie sociale établie comme n'importe quel établissement et Léna n'avait aucune envie d'y trouver sa place. Elle voulait juste survivre à chaque journée, rentrer au petit appartement qu'elle partageait avec sa tante et essayer de ne pas penser à Marseille, à la salle de sport, à la façon dont ses mains brûlaient encore de s'envelopper de bandes et de cuir. Elle avait vendu ses gants avant de quitter le Sud, un geste symbolique qui lui avait donné l'impression de s'arracher une partie de son âme, mais elle l'avait fait quand même. Sa tante Rosa ne savait rien de l'entraînement, ne savait pas que Léna avait passé 3 ans à devenir quelqu'un capable de mettre un homme KO avec un coup de pied au foie bien exécuté ou de faucher les jambes de quelqu'un si vite qu'il ne réaliserait sa chute qu'en heurtant le tapis. Mais l'invisibilité, Léna l'apprit rapidement, n'était pas synonyme d'immunité. Brice Moreau la remarqua le 3e jour, et c'est là que tout commença à se déliter. Il était impossible à manquer. 1m88, les épaules larges de 4 ans passés dans l'équipe de rugby du lycée, avec le genre d'assurance facile qui vient quand on vous dit que vous êtes spécial depuis que vous savez faire une passe en spirale à l'âge de 7 ans.
Son père était le conseiller municipal Moreau, sa mère siégeait au conseil d'administration du lycée, et son frère aîné avait obtenu une bourse d'études complète à HEC grâce au rugby. Brice portait son statut comme un parfum, quelque chose qui annonçait sa présence avant même qu'il n'entre dans une pièce. Il avait 3 fidèles disciples qui le suivaient comme des rémoras un requin. Clément, grand et dégingandé avec un sens de l'humour cruel. Marc, bâti comme un tank et qui servait de gros bras quand l'intimidation était nécessaire. Et Théo, assez intelligent pour être le stratège de Brice, mais assez peu sûr de lui pour avoir besoin du pouvoir d'emprunt que lui conférait son appartenance au cercle rapproché. Léna se rendait à son cours de français de 4e heure quand Brice lui adressa la parole pour la première fois, ou plutôt parla dans sa direction. « Hé, la nouvelle. » Perdu? Son ton était condescendant, pas concerné, et ses amis rirent comme s'il avait dit quelque chose de brillant. Léna avait continué à marcher, gardant une expression neutre, mais elle avait senti ses yeux suivre son mouvement dans le couloir. Ce fut la première erreur, ne pas le reconnaître, ne pas jouer le jeu, ne pas montrer la déférence appropriée à quelqu'un qui trônait au sommet de la chaîne alimentaire du lycée Jean Moulin. Le lendemain, Clément la bouscula assez fort pour envoyer ses livres s'éparpiller sur le sol près des casiers. « Oups, désolé. » Le mot dégoulinait d'insincérité. Les autres élèves s'écoulaient autour d'elle, comme de l'eau autour d'un rocher. Personne ne s'arrêtant, personne n'aidant, les yeux de tous se détournant avec l'indifférence exercée de ceux qui avaient appris à ne pas se mêler des affaires des autres. Léna ramassa ses manuels en silence, la mâchoire serrée, comptant ses respirations comme oncle Marc le lui avait appris. Inspirer sur 4 temps, retenir sur 4, expirer sur 4. Contrôler la respiration, contrôler le corps, contrôler la réaction. À la fin de la 2e semaine, le schéma s'était établi avec l'inévitabilité de l'eau trouvant son niveau. Brice et sa bande avaient décidé que Léna était leur nouveau projet, la cible parfaite, silencieuse, nouvelle, sans amis pour la soutenir et apparemment trop effrayée ou stupide pour riposter. Les incidents s'intensifièrent progressivement, chacun testant les limites de ce qu'il pouvait se permettre. Un coup d'épaule qui la projeta contre les casiers assez fort pour lui laisser un bleu sur les côtes. Son sac à dos, accidentellement poussé du pied dans le couloir, son contenu se répandant partout. Des commentaires chuchotés quand elle passait. La tarée, la paumée. Je parie qu'elle parle même pas français. Des insultes à caractère ethnique qui faisaient bouillir son sang parce qu'il ne parvenait même pas à être raciste correctement. Sa mère était d'origine italienne, son père espagnol. Mais pour des idiots comme Brice, toute personne aux cheveux sombres et à la peau mate était apparemment la même chose. Léna encaissait tout en silence, son visage un masque, ses poings serrés dans la poche de son sweat où personne ne pouvait les voir. Elle se surprenait parfois dans le miroir des toilettes, surprise par son propre reflet. La fille qui la regardait semblait vaincue, les épaules voûtées, les yeux baissés. C'était ce que sa mère avait voulu, n'est-ce pas? Tourner les talons, ne pas répondre. La violence ne résout rien. Mais sa mère n'avait jamais eu à traverser des couloirs où les gens vous traitaient comme si vous étiez moins qu'humain, n'avait jamais ressenti cette humiliation brûlante particulière d'être poussé contre un mur pendant que 30 personnes faisaient semblant de ne pas remarquer. La cantine devint le théâtre principal de son humiliation quotidienne. La cantine de Jean Moulin était un espace énorme, pouvant accueillir 500 élèves à des rangées de longues tables, avec la zone de service le long d'un mur et des baies vitrées du sol au plafond, le long d'un autre qui donnait sur les terrains de sport. Le bruit, pendant l'heure du déjeuner, était assourdissant. Des centaines de conversations simultanées, des plateaux qui s'entrechoquent, des chaises qui raclent, un cri ou un éclat de rire occasionnel. Léna s'était approprié une petite table dans le coin le plus éloigné, près de la sortie de secours, où elle pouvait s'asseoir, dos au mur, et voir la majeure partie de la salle. C'était un choix tactique qu'elle avait fait sans réfléchir, le genre de conscience qui venait de mois de sparring où connaître son environnement pouvait faire la différence entre placer un enchaînement
et encaisser un contre. Le mercredi de la 3e semaine, Brice et sa bande passèrent à l'action pendant le déjeuner. Léna était à mi-chemin d'un sandwich au poulet, écouteurs aux oreilles, essayant de se concentrer sur ses devoirs d'histoire étalés devant elle, quand elle sentit quelqu'un se tenir derrière elle. La peau de sa nuque se hérissa, cet ancien instinct de proie qui lui signalait qu'un prédateur était proche. Elle retira un écouteur et se tourna pour les trouver tous les 4 là, Brice en tête avec une brique de lait chocolaté à la main et cette même expression suffisante qu'il arborait toujours. « Tu manges encore toute seule, la nouvelle ? C'est triste. » Sa voix était assez forte pour porter jusqu'aux tables voisines, attirant l'attention, ce qui était exactement ce qu'il voulait. « On devrait t'aider, te donner un souvenir de nous. » Les muscles de Léna se tendirent, prêts à bouger, mais elle se força à rester immobile. « Ça va, merci. » Sa voix sortit stable, ce qui était une victoire en soi. « Je ne crois pas que ça aille. » Le sourire de Brice s'élargit, et avant qu'elle ne puisse réagir, il renversa toute la brique de lait chocolaté sur sa tête. Le liquide froid éclaboussa ses cheveux, son visage et ses épaules, s'infiltrant dans son sweat, coulant sur ses devoirs et ses manuels. La table éclata de rire, pas seulement la bande de Brice, mais aussi les élèves voisins qui s'étaient retournés pour regarder le spectacle. Quelqu'un filmait avec son téléphone. Elle pouvait voir la lueur de la caméra dans sa vision périphérique. Léna resta figée pendant 3 battements de cœur, le lait chocolaté dégoulinant de ses cheveux, coulant sur son visage, l'humiliation si complète et totale qu'elle ne pouvait plus respirer. Ses mains tremblaient sous la table, non pas de peur, mais de l'effort qu'il lui fallait pour ne pas exploser, pour ne pas pivoter sur sa chaise, et enfoncer son coude dans le plexus solaire de Brice, pour ne pas lui faucher les jambes et le mettre face contre terre sur le sol de la cantine, avant qu'il ne comprenne ce qui lui arrivait. Elle pouvait voir toute la séquence dans son esprit, avec une clarté parfaite, 5 mouvements, peut-être 6 secondes, et il serait en train de suffoquer pendant qu'elle se tiendrait au-dessus de lui. Au lieu de cela, elle attrapa ses livres ruinés, se leva lentement et se dirigea vers les toilettes avec toute la dignité qu'elle put rassembler, couverte de lait chocolaté et suivie par le son des rires. Dans les toilettes des filles, elle s'enferma dans une cabine et s'autorisa enfin à pleurer, des larmes chaudes et rageuses qu'elle essuya vicieusement avec du papier toilette qui lui égratigna le visage. C'était exactement ce que sa mère avait craint, que Léna devienne comme son père, qui avait résolu tous les problèmes avec ses poings jusqu'à ce que la violence soit tout ce qu'ils connaissent. Le vieil homme était mort dans une bagarre de bar quand Léna avait 12 ans, poignardée pour une partie de poker, et sa mère avait regardé Léna, 13 ans, et lui avait dit « Tu ne finiras pas comme lui, je ne le permettrai pas ». Mais l'envoyer à la salle de sport d'oncle Marc était censé être thérapeutique, un moyen de gérer le deuil et la rage dans un environnement contrôlé. Personne ne s'était attendu à ce que Léna soit une naturelle, qu'elle se mette au kickboxing, comme si elle était née pour ça, qu'elle développe le genre de vitesse et de puissance qui lui permettait de combattre avec des adultes à 15 ans. La promesse qu'elle avait faite sur le lit de mort de sa mère était la seule chose qui se dressait entre qui elle était et qui elle pourrait devenir. Le schéma se poursuivit au cours des semaines 3 et 4 avec une constance implacable. Brice avait trouvé son divertissement, et il n'avait pas fini. Son casier fut vandalisé. Le mot « déchette » peint à la bombe en lettres noires sur la porte. Léna dut utiliser un autre casier, caché dans une partie moins pratique du bâtiment, et personne ne sembla se soucier que le sien ait été détruit. Elle l'avait signalé au bureau principal, parlant à une administratrice à l'air fatigué qui avait pris son nom et lui avait assuré qu'ils examineraient l'affaire. Mais rien n'en était jamais sorti. La caméra dans ce couloir était commodément en panne depuis des semaines, lui avait-on dit, et aucun témoin n'était disposé à se manifester. Son téléphone commença à recevoir des SMS anonymes, insultes, menaces, images de son visage photoshopées sur des photos humiliantes. Elle bloquait les numéros, mais de nouveau apparaissaient sans cesse. Des comptes de réseaux sociaux qu'elle n'avait même pas commencé à apparaître avec son nom,
publiant du contenu embarrassant, de fausses confessions, des avances sexuelles grossières. Léna n'avait ni Instagram ni Snapchat, s'étant délibérément tenue à l'écart des réseaux sociaux pour éviter exactement ce genre de situation. Mais cela n'avait pas d'importance. Quelqu'un avait créé de faux profils entiers dédiés à son humiliation et il les partageait avec la moitié du lycée. À la fin de la 4e semaine, Léna déjeunait dans sa voiture, une vieille Renault Clio que tante Rosa l'avait aidée à acheter, garée dans le coin le plus éloigné du parking des élèves. Elle arrivait tôt, restait tard et chronométrait ses déplacements entre les cours pour éviter les couloirs principaux lorsqu'ils étaient les plus bondés. D'anciennes connaissances, elle ne pouvait pas les appeler des amis car elle ne s'en était jamais vraiment fait, cessaient de la regarder dans les yeux. Les professeurs qui avaient semblé amicaux la première semaine la regardèrent maintenant comme si elle était invisible. Personne ne voulait être associé à la cible, risquer de devenir un dommage collatéral dans la campagne de harcèlement systématique de Brice. Le pire était de voir d'autres élèves subir ce qu'elle traversait et d'être incapables d'aider. Il y avait un élève de seconde que la bande de Brice faisait trébucher dans le couloir, l'envoyant s'étaler, ses livres volant. Il y avait une fille dans le cours de chimie de Léna que Clément faisait pleurer au moins une fois par semaine avec des commentaires vicieux sur son poids. Il y avait un garçon au look gothique que Théo aimait tourmenter, le traitant d'insultes homophobes qui retournaient l'estomac de Léna. Elle avait voulu intervenir, s'interposer, utiliser sa présence physique pour créer un espace où ses victimes pourraient respirer, mais elle ne pouvait pas. S'impliquer signifiait se révéler, et se révéler signifiait rompre sa promesse. Et rompre sa promesse signifiait devenir exactement ce que sa mère était morte en essayant d'empêcher. La 5e semaine apporta une complication inattendue sous la forme de Julien Torres. Léna le remarqua pour la première fois dans son cours de français, où il était assis 2 rangs plus loin et 3 sièges en arrière, assez près pour qu'elle le surprenne parfois à la regarder avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Il était grand et mince, avec des cheveux sombres qui lui tombaient dans les yeux et le genre de visage plus intéressant que classiquement beau, des pommettes saillantes, un nez qui semblait avoir été cassé au moins une fois, des yeux qui paraissaient voir plus que ceux de la plupart des gens. Il jouait de la guitare dans un groupe local, avait-elle appris en surprenant des conversations, et il avait ce genre de confiance tranquille qui n'a pas besoin de faire ses preuves. Leur première véritable interaction eut lieu un vendredi après-midi à la bibliothèque. La bibliothèque de Jean Moulin était le refuge de Léna, un vaste espace avec de hauts plafonds et des rangées d'étagères allant du sol au plafond qui créaient de petites alcôves isolées où l'on pouvait disparaître pendant des heures. La lumière était différente ici, plus douce, filtrant à travers des fenêtres qui donnaient sur la cour. L'odeur des vieux livres et de la moquette neuve créait une combinaison étrangement réconfortante et la politique stricte de silence signifiait que c'était l'un des rares endroits de l'école où Léna pouvait respirer. Elle faisait des recherches pour un exposé sur le mouvement de la négritude, plongée dans une biographie d'Aimé Césaire, quand quelqu'un s'assit sur la chaise en face d'elle. « Tu es dans mon cours de français. » La voix de Julien était assez basse pour ne déranger personne, mais elle l'a surpris quand même. Léna leva les yeux, ses murs défensifs se dressant immédiatement. « Oui. » Elle garda un ton neutre, pas encourageant, mais pas ouvertement hostile. « Madame Dubois m'a demandé de te donner le devoir d'hier. Elle a dit que tu étais parti plus tôt. » Il fit glisser une feuille sur la table, des notes manuscrites sur la dissertation qu'on leur avait donnée sur le symbolisme dans l'étranger. Léna cligna des yeux, surprise. Elle avait dû partir après que Brice eut renversé sa bouteille d'eau sur son bureau, trempant son cahier et faisant d'elle le centre de l'attention pendant qu'il s'excusait avec cette fausse sollicitude qui était en quelque sorte pire que la cruauté ouverte. Elle avait demandé à aller aux toilettes et avait simplement continué à marcher tout droit jusqu'à sa voiture, incapable de supporter une minute de plus dans cette salle de classe. « Merci. »
Elle prit la feuille, s'attendant à ce qu'il parte. Au lieu de cela, Julien s'adossa à sa chaise, l'étudiant avec ses yeux sombres qui semblaient voir au-delà des murs qu'elle avait soigneusement construits. Ce type est un con. Quel type? Le rythme cardiaque de Léna s'accéléra malgré tous ses efforts pour rester calme. Brice Moreau. C'est un con. Il l'a toujours été. Julien le dit d'un ton neutre, comme s'il commentait la météo. Ne le laisse pas t'atteindre. Il finit par se lasser. Léna voulait le croire, mais 4 semaines de harcèlement croissant suggéraient le contraire. Pourtant, il y avait quelque chose dans l'expression de Julien. Pas de la pitié, ce qu'elle n'aurait pas pu tolérer, mais une préoccupation sincère, peut-être même de la reconnaissance, comme s'il comprenait ce que c'était que d'être la cible de ce genre de cruauté ciblée. Je ne le laisse pas m'atteindre. Le mensonge avait un goût amer. Ah ouais? L'expression de Julien se mua en quelque chose qui aurait pu être un sourire. Alors pourquoi tu as l'air de vouloir envoyer quelqu'un à travers un mur chaque fois qu'il passe à côté de toi? L'observation était si juste que Léna se sentit exposée, comme s'il avait réussi à voir à travers sa façade soigneusement entretenue la vérité sous-jacente, qu'elle tenait à peine le coup, que chaque jour exigeait un effort monumental pour ne pas montrer exactement ce dont elle était capable. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est ça. Julien se leva, jetant son sac à dos sur une épaule. Écoute, si jamais tu veux parler ou quoi que ce soit, je suis dans le coin. La bibliothèque, c'est un peu ma deuxième maison. Il fit une pause, puis ajouta: et pour ce que ça vaut, lui tenir tête ne ferait pas de toi quelqu'un comme lui. Certaines personnes ont besoin qu'on les remette à leur place. Je dis ça comme ça. Il partit avant que Léna ne puisse formuler une réponse, la laissant regarder la chaise vide et essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Quelqu'un avait remarqué. Quelqu'un avait vu ce qui se passait et avait pris la peine de dire quelque chose, de le reconnaître, de suggérer qu'elle n'était peut-être pas folle de vouloir se défendre. Cette prise de conscience créa une fissure dangereuse dans l'armure qu'elle avait maintenue, une vulnérabilité qu'elle ne pouvait pas se permettre. Au cours des 2 semaines suivantes, Julien continua d'apparaître dans son orbite, pas de manière insistante, mais constamment présent. Il s'asseyait à la table voisine pendant le déjeuner si elle était à la cantine. Un soutien silencieux qui rendait plus difficile pour la bande de Brice de la coincer complètement. Il se mettait parfois à sa hauteur dans le couloir, entre les cours, parlant de groupes dont elle n'avait jamais entendu parler, ou de livres qu'il lisait, ou de sa théorie sur pourquoi la pizza de l'école avait le goût de carton. Il ne posait jamais de questions directes sur le harcèlement, ne la forçait jamais à reconnaître ce qui se passait, mais sa présence était une déclaration en soi. « Tu n'es pas seul ». Léna se surprit à répondre malgré son bon sens. Julien était facile à vivre, sincèrement intéressé par ses opinions sur la musique, les films et la question de savoir si la fiction dystopique était un reflet de l'anxiété sociétale ou simplement un bon divertissement. Il la présenta à son groupe d'amis, une collection hétéroclite de musiciens, d'artistes et de comédiens qui existaient en dehors de la hiérarchie sociale dominante et ne semblaient pas se soucier de l'approbation de Brice Moreau. Pour la première fois depuis son arrivée au lycée Jean Moulin, Léna sentit qu'elle pouvait respirer, qu'il y avait peut-être plus dans cette école que la simple survie. Et Brice le remarqua. La 7e semaine commença avec un changement de tactique. Le harcèlement ne cessa pas, mais il incluait désormais Julien. Brice le bousculait accidentellement dans le couloir, faisant tomber son étui de guitare de son épaule. Clément commença à répandre des rumeurs selon lesquelles Julien et Léna sortaient ensemble, y ajoutant des commentaires sexuels grossiers qui faisaient rougir Léna. Théo lança une campagne de chuchotement suggérant que Julien ne traînait avec Léna que parce qu'il avait un fétichisme pour les filles typées, un commentaire raciste qui était à la fois insultant pour elle et pour lui. Léna observait la scène avec une horreur et une culpabilité croissantes.
C'était exactement ce qu'elle avait essayé d'éviter. Entraîner quelqu'un d'autre dans son cauchemar, en faire une cible. Elle avait tenté de prendre ses distances avec Julien, déjeunant à nouveau dans sa voiture, évitant la bibliothèque, empruntant des itinéraires différents entre les cours. Mais Julien ne l'entendait pas de cette oreille. Il était apparu à la fenêtre de sa voiture pendant le déjeuner, tapotant sur la vitre, jusqu'à ce qu'elle la baisse. « Qu'est-ce que tu fais ?» Son ton était plus exaspéré que colérique. « Je déjeune. » Ça se voit, non ? Léna garda les yeux sur son sandwich, incapable de croiser son regard. « On dirait que tu te caches parce que tu penses que je ne peux pas gérer un joueur de rugby idiot qui me cherche des noises. » Julien s'accroupit pour qu'il soit à hauteur des yeux, son expression sérieuse. « Ça fait depuis le collège que je dois supporter Brice. Ce n'est pas nouveau pour moi. C'est différent maintenant. » La gorge de Léna se serra. « Il te cible à cause de moi. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Révélation choquante. » Le ton de Julien était sec. « Écoute, je ne suis pas une demoiselle en détresse. J'ai choisi d'être ton ami parce que j'en avais envie, pas parce que je suis trop stupide pour savoir dans quoi je m'embarquais. Alors, arrête d'essayer de me repousser et laisse-moi juste être ton ami. D'accord ?» La simplicité de ses mots, son honnêteté directe, firent craquer quelque chose dans la poitrine de Léna. Elle était seule depuis si longtemps, portant tout sur ses épaules, convaincue que l'isolement était le seul moyen de tenir sa promesse. Mais Julien choisissait de se tenir à ses côtés, en connaissant le prix, et le repousser lui semblait être une autre forme de lâcheté. « D'accord. » Le mot sortit à peine plus fort qu'un murmure. « D'accord. » Julien sourit. « Bien, maintenant viens déjeuner à une vraie table comme une personne normale. Mes amis veulent te rencontrer correctement. » Alors Léna commença à passer ses déjeuners avec Julien et sa bande. Grace, qui jouait du violon et avait un sens de l'humour redoutable. Devon, qui prévoyait d'étudier le cinéma et narrait tout comme si c'était un film. Et Priya, capitaine de l'équipe de débat, qui pouvait argumenter n'importe quelle position avec brio. Ils adoptèrent Léna dans leur groupe avec une facilité qui lui sembla presque étrangère, l'incluant dans les conversations, riant de ses blagues, la traitant comme si elle avait toujours été là. Pour la première fois depuis des semaines, Léna s'autorisa à se détendre, à baisser un peu sa garde, à se souvenir de ce que c'était que de faire partie de quelque chose. Et c'est là que Brice passa à la vitesse supérieure. L'incident dans le gymnase eut lieu un mercredi après-midi, à l'heure où il était généralement vide, entre la fin des cours d'EPS et le début des entraînements sportifs. Léna avait oublié son manuel de chimie et avait la permission de retourner à son casier, ce qui l'obligeait à traverser le gymnase pour atteindre plus rapidement l'aile des sciences. L'espace était caverneux et sombre, avec seulement la moitié des plafonniers allumés, le parquet ciré reflétant une faible lumière ambrée. Des gradins bordaient les deux côtés, enroulés contre les murs, et des paniers de basket pendaient à chaque extrémité comme des juges silencieux. L'air sentait la sueur, la cire et le caoutchouc de milliers de baskets. Elle était à mi-chemin du gymnase quand elle entendit des voix résonner depuis l'entrée des vestiaires. Brice, Clément et Marc émergèrent, et l'estomac de Léna se noua. Mauvais endroit, mauvais moment, pas de témoin, aucune issue, sauf en passant devant eux. Elle continua à marcher, gardant un rythme régulier, essayant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait pas. « Tiens, tiens, regardez qui est là, toute seule !» La voix de Brice résonna dans l'espace vide, et les trois s'écartèrent légèrement, bloquant la sortie sans que ce soit évident. « Il est où ton copain? D'habitude, vous êtes inséparables. »« Ce n'est pas mon copain. Excusez-moi. » Léna essaya de passer, mais Clément se mit sur son chemin. « Mec, je te parle. » C'est mal poli de tourner les talons. Brice se rapprocha et Léna put sentir son parfum, quelque chose de cher et d'entêtant. « Tu sais, j'ai réfléchi. Toi et Torres, ensemble, c'est assez drôle. Vous n'avez aucun des deux votre place ici, non? Je veux dire,
Avec ta situation et son truc de pseudo-rockstar, peut-être que vous devriez simplement quitter Jean Moulin ensemble. Trouver un endroit qui veut vraiment de vous. » L'insulte était conçue pour piquer, pour qu'elle se sente petite, étrangère et déplacée, et ça fonctionna. Mais sous la blessure, autre chose montait, une pression qui s'était accumulée pendant 7 semaines, comprimée de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'autre issue. Les mains de Léna se crispèrent en poing le long de son corps, et elle croisa le regard de Brice directement, pour la première fois depuis des semaines. « Dégage de mon chemin !» Quelque chose dans son ton dut l'interpeller, car le sourire narquois de Brice vacilla une seconde avant de revenir plus fort. « Sinon quoi? Tu vas le dire à un prof? Bonne chance avec ça. Personne ne se soucie de ce qui arrive à... » Il tendit la main pour la pousser à l'épaule, un geste dédaigneux destiné à renforcer sa domination, et le corps de Léna réagit par pur instinct. Sa main se leva et attrapa son poignet, redirigeant la force de sa poussée vers le bas et sur le côté, tandis que son autre main sécurisait son coude, exécutant une clé de bras basique qui le fit se pencher en avant avec le bras en hyperextension avant même qu'il ne réalise ce qui se passait. Elle pouvait sentir le point exact où elle devrait appliquer juste un peu plus de pression pour lui disloquer l'épaule. Sentit son poids se déplacer alors qu'il tentait sans succès de se dégager, et pendant une seconde glorieuse, Léna détint tout le pouvoir, puis elle se souvint. La voix de sa mère, cette dernière conversation, la promesse. Elle le relâcha immédiatement et recula, son cœur battant la chamade, ses mains tremblant d'adrénaline. Brice trébucha, se rattrapa et se tourna pour la regarder avec une expression qui passa rapidement du choc à la confusion, puis à quelque chose qui aurait pu être de la peur, avant de se fixer sur la rage. « Est-ce que tu viens de... » Il regarda ses amis comme pour chercher confirmation que ce qui venait de se passer s'était réellement produit. « Est-ce que cette salope vient de m'agripper ?» Clément et Marc s'avancèrent immédiatement, mais Léna reculait déjà vers la sortie, les mains levées en un geste apaisant. « Désolé, réflexe, laissez-moi tranquille. » Elle se tourna et s'éloigna aussi vite qu'elle le put sans courir, sentant leur regard lui brûler le dos, sachant que tout venait de changer. Elle leur avait montré un aperçu de ce qu'elle pouvait faire, et cela la rendait plus dangereuse, plus menaçante, et infiniment plus ciblée. Le reste de la journée se passa dans un brouillard d'anxiété. Léna ne pouvait pas se concentrer en classe, ne pouvait pas manger, ne pouvait penser à rien d'autre qu'au regard de Brice quand elle lui avait bloqué le bras. Il avait été sincèrement surpris, s'était réellement senti menacé un instant, et les types comme Brice ne géraient pas bien les menaces perçues, ils les éliminaient. Julien la trouva après les cours sur le parking, où elle était assise dans sa voiture, les vitres baissées, essayant de calmer sa respiration. Il frappa au cadre de la portière et attendit qu'elle le regarde. « Ça va ? Tu avais l'air bizarre en français. »« Je vais bien. » Le mensonge automatique sortit, mais Julien se contenta de hausser un sourcil. « C'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. » Il jeta un coup d'œil au parking presque vide, puis la regarda à nouveau. « Tu veux aller prendre un café ou quelque chose? Sortir un peu du lycée ?» Léna aurait dû dire non, aurait dû maintenir la distance, le protéger de ce qui allait arriver, tout gérer seule. Mais elle était si fatiguée d'être seule, si épuisée de tout porter sur ses épaules, qu'elle se surprit à hocher la tête. « Ouais, d'accord. » Ils allèrent dans un petit café à 3 rues de l'école, un de ces endroits locaux avec des meubles dépareillés, de l'art local sur les murs, et un menu sur une ardoise qui changeait tous les jours. Julien commanda une boisson compliquée à base d'espresso, tandis que Léna prit un café noir, et ils s'installèrent à une table près de la fenêtre, d'où ils pouvaient regarder les gens passer. Pendant quelques minutes, ils restèrent assis dans un silence confortable, le genre qui n'existe qu'entre des personnes qui ne ressentent pas le besoin de combler chaque instant avec des mots. « Alors, dit finalement Julien, en roulant ses mains autour de sa tasse,
Tu vas me dire ce qui s'est passé aujourd'hui, ou je vais devoir deviner. Léna étudia son visage, essayant de décider combien révéler, combien il pouvait supporter de savoir. J'ai fait quelque chose de stupide. Quelque chose qui va tout empirer. Défini stupide. Le ton de Julien était curieux, pas accusateur. Léna fit une pause, essayant de trouver des mots qui n'en révéleraient pas trop. Brice a essayé de me pousser dans le gymnase, et je l'ai arrêté. J'ai attrapé son bras. Il ne s'y attendait pas. La compréhension se dessina sur le visage de Julien, suivi de quelque chose qui aurait pu être du respect. Tu sais te battre. Ce n'était pas une question. Le silence de Léna fut une réponse suffisante. Elle fixa son café, observant la façon dont la lumière se reflétait sur la surface sombre, se fracturant en minuscules fragments. J'ai promis à quelqu'un que je ne le ferais pas. Promis que je tournerais les talons, que je ne répondrais pas, que je ne deviendrais pas. Elle s'interrompit, incapable de finir. Ne deviendrais pas quoi? Julien se pencha en avant, sa voix douce. Ne deviendrait pas mon père. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Et une fois qu'ils furent sortis, le reste suivit dans un flot qu'elle ne put contrôler. Elle lui parla de son père, de la violence qui avait défini sa vie, de l'avoir vu devenir progressivement plus brutal, jusqu'à ce que cela le consume complètement, de la tentative désespérée de sa mère pour empêcher Léna de suivre le même chemin, de la salle de sport d'oncle Marc à Marseille et des 3 années qu'elle avait passées à apprendre à canaliser la rage en discipline, la peur en puissance, le deuil en enchaînement dévastateur, capable de terrasser quelqu'un de 2 fois sa taille, de la promesse qu'elle avait faite et de l'effort terrible qu'il lui fallait chaque jour pour la tenir. Quand elle eut fini, le café semblait trop silencieux, et Léna ne pouvait se résoudre à regarder Julien, ne pouvait supporter de voir le dégoût, la peur ou la pitié dans son expression. Mais quand elle se força finalement à croiser son regard, ce qu'elle vit à la place fut de la compréhension mêlée à autre chose, de l'inquiétude peut-être, mais aussi une sorte de détermination féroce. « Tu sais ce que je pense ?» dit doucement Julien. « Je pense que ta mère ne voulait pas que tu deviennes une brute ou quelqu'un qui blesse les gens pour le plaisir. Je pense qu'elle voulait que tu sois meilleur que ton père. Mais te défendre ? Tenir tête à de vrais brutes ? Ce n'est pas la même chose que de devenir ton père, c'est juste refuser d'être une victime. » « Tu ne comprends pas. » Léna secoua la tête. « Une fois que je commence, je risque de ne pas m'arrêter. La violence, c'est comme une drogue pour moi. L'adrénaline, la clarté, le pouvoir, ça fait du bien. Et c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui faisait peur à ma mère. Elle savait que j'étais doué pour ça, peut-être trop doué, et elle avait vu ce qui arrivait quand mon père était devenu doué pour faire du mal aux gens. C'est devenu tout ce qu'il connaissait. Mais tu n'es pas lui. » La voix de Julien était ferme. « Tu te fais harceler depuis 7 semaines, et tu n'as blessé personne. Tu avais Brice dans une clé de bras, et tu l'as laissé partir. C'est de la retenue, c'est du contrôle. C'est exactement ce que ta mère voulait, non ? Avoir le pouvoir, mais choisir de ne pas l'utiliser. » L'observation toucha quelque chose de profond dans la poitrine de Léna. Une prise de conscience qu'elle avait évitée depuis des semaines. Peut-être que tenir sa promesse ne signifiait pas être passive. Peut-être que cela signifiait avoir la force de se défendre sans se perdre dans le processus. Mais c'était une ligne dangereuse à franchir, et elle n'était pas sûre de pouvoir se faire confiance pour maintenir l'équilibre. Ça n'a plus d'importance maintenant. Léna but la dernière gorgée de son café. Brice sait que je ne suis pas sans défense. Il ne va pas laisser passer ça. Ça va empirer avant de s'améliorer. Alors peut-être que ça doit empirer. L'expression de Julien était sérieuse. Peut-être qu'il a besoin d'apprendre que certaines personnes ripostent. C'est de ça que j'ai peur. Mais Léna n'expliqua pas plus loin, et Julien n'insista pas.
Ils retournèrent au lycée séparément, et Léna passa le reste de la soirée à la maison, dans le petit appartement qu'elle partageait avec tante Rosa, essayant de se concentrer sur ses devoirs, tandis que ses pensées tournaient en rond. Sa tante était infirmière de nuit, partie de 20h à 8h du matin, ce qui signifiait que Léna avait de longues heures seule pour réfléchir, pour s'entraîner secrètement dans le petit espace entre son lit et le mur, pour sentir son corps se souvenir de mouvements qu'il n'avait pas été autorisé à exécuter pleinement depuis des mois. Elle enchaînait des combinaisons au ralenti, sentant la rotation parfaite de ses hanches lorsqu'elle lançait un coup de pied circulaire, le claquement de son genou qui se tendait, la tension dans ses abdominaux lorsqu'elle pivotait. La discipline était toujours là, l'entraînement gravé dans sa mémoire musculaire si profondément que cela aurait pu être de l'instinct. Mais la mémoire musculaire n'était pas la même chose que la permission. Et Léna se retrouva dans la même boucle de pensée dans laquelle elle était piégée depuis son arrivée à Jean Moulin. Tenir la promesse ou se défendre. Honorer le dernier vœu de sa mère ou défendre sa propre dignité. Être celle pour laquelle elle avait été entraînée ou devenir quelqu'un que sa mère ne reconnaîtrait pas. Elle n'avait pas de réponse au moment de s'endormir, et elle se réveilla le jeudi matin avec un sentiment d'effroi pesant sur sa poitrine comme une pierre. L'escalade eut lieu pendant le déjeuner. Léna était assise avec Julien et ses amis à leur table habituelle, au milieu d'une discussion pour savoir si le rock classique était vraiment bon ou juste de la nostalgie, quand Brice et toute sa bande fondirent sur eux comme une tempête. Ils étaient plus nombreux que d'habitude, pas seulement les 4 du noyau dur, mais 6 ou 7 autres garçons qui jouaient au rugby ou faisaient de la lutte, créant un cercle d'intimidation autour de leur table. Les autres élèves remarquèrent immédiatement, les conversations s'éteignant alors que l'attention se tournait vers la confrontation qui se préparait. Torres. La voix de Brice se porta à travers la cantine, assez forte pour que tout le monde puisse entendre. « Je suis surpris que tu traînes encore avec cette tarée. Je pensais que tu avais meilleur goût que de t'encanailler avec des déchets. » Julien se leva lentement et l'estomac de Léna se noua. « Va-t'en, Brice, on ne va pas faire ça. Je ne te parle pas à toi. » Les yeux de Brice se fixèrent sur Léna, qui restait assise, combattant chaque instinct qui lui hurlait de se lever, de bomber le torse, de se préparer à ce qui allait arriver. « Je parle à ta petite copine ici, ou ton copain, peu importe ce qu'elle est. Tu sais, j'ai réfléchi. Quelqu'un qui pose les mains sur moi a besoin d'apprendre les bonnes manières. Je n'ai pas... » commença Léna, mais Clément la coupa. « Tu l'as attrapé. C'est une agression. C'est un truc sérieux. » Clément jouait le rôle de l'exécuteur raisonnable, et d'autres élèves hochaient la tête, adhérant au récit en cours de construction. On ne peut pas se permettre de poser les mains sur les gens comme ça. L'ironie était si épaisse que Léna faillit rire. Elle voulait se lever et leur crier dessus à tous, voulait souligner que Brice posait ses mains sur elle depuis 2 mois, qu'il lui avait renversé du lait chocolaté sur la tête, qu'il l'avait poussé contre des casiers, détruit ses affaires et fait de sa vie un enfer. Mais elle pouvait voir aux expressions autour d'elle que cela n'aurait aucune importance. Brice était populaire, protégé, cru. Elle n'était personne, rien. La nouvelle qui avait osé attraper le poignet du Golden Boy. Voilà ce qui va se passer. Brice s'approcha de la table et Léna se força à rester assise, à garder sa respiration régulière. « Tu vas t'excuser, ici même, devant tout le monde. Tu te mets à genoux et tu t'excuses d'avoir cru que tu pouvais poser les mains sur moi. » La cantine était devenue presque silencieuse maintenant. Des centaines d'élèves regardant, téléphones sortis et enregistrant, attendant de voir ce qui allait se passer. Grace émit un son de protestation et Priya commença à se lever. Mais Léna secoua légèrement la tête. C'était son problème, son combat, et elle ne laisserait pas ses nouveaux amis se blesser en essayant de la défendre. Non. Le mot sortit clair et stable, et Léna vit l'expression de Brice vaciller de surprise. Elle se leva lentement, lui faisant face directement,
et pour la première fois en 2 mois, elle ne baissa pas le regard. « Je ne vais pas m'excuser de m'être défendu. Tu as essayé de me pousser. Je t'ai arrêté. C'est tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas tout ce qui va se passer. » Le visage de Brice devint rouge, le genre de colère qui vient quand on est défié publiquement et qu'on ne sait pas comment le gérer. « Tu te crois forte? Tu crois que tu peux me manquer de respect comme ça dans mon lycée? Je crois que tu es une brute à qui on n'a jamais dit non. » La voix de Léna porta à travers la cantine silencieuse, et elle vit les expressions des gens changer, vit le calcul se faire alors qu'ils réévaluaient la situation. « Je crois que tu t'en prends aux gens parce que ton père attend de toi que tu sois parfait et que tu es terrifié à l'idée d'échouer. Je crois que tu traites les gens comme des ordures parce que c'est la seule façon que tu connais de te sentir puissant. Et je crois que tu sais, au fond de toi, que tu n'es pas aussi spécial que tout le monde te le dit. » L'analyse psychologique était d'une précision mortelle. Elle pouvait le voir à la façon dont le visage de Brice passa du blanc au rouge, à la façon dont ses poings se serrèrent. Elle avait frappé directement à l'insécurité qui motivait tout son comportement, le besoin désespéré de maintenir son image et son statut, et l'avait fait devant un public qui se souviendrait de chaque mot. C'était un coup de grâce verbal, et tout le monde le savait. Salope! Brice se jeta en avant, et le corps de Léna réagit avant que son esprit ne puisse s'engager. Elle se décala, créant un angle, et Brice trébucha devant elle contre la table. Mais il se rétablit rapidement, la rage l'emportant sur la prudence, et attrapa son bras. Ses doigts se refermèrent sur son poignet, et le temps sembla ralentir. C'était le moment, le point de décision. Elle pouvait le laisser l'attraper, le laisser l'humilier, maintenir sa promesse et sa posture passive, ou elle pouvait agir. Léna bougea. Elle fit pivoter son poignet dans la direction où pointait son pouce, brisant sa prise facilement, puis sécurisa son poignet avec sa propre main tout en se rapprochant pour contrôler la position de son corps. C'était de l'autodéfense de base, le genre de choses qu'on apprendrait à quelqu'un lors de son premier mois d'entraînement, mais exécutée avec une précision qui venait de milliers d'heures de pratique. Elle pouvait sentir exactement où son poids était réparti, pouvait sentir la trajectoire de sa tentative de contre, et elle la bloqua en appliquant une pression sur son poignet, tout en déplaçant sa hanche pour bloquer son mouvement vers l'avant. Pendant 3 battements de cœur, elle le maintint là, sans lui faire de mal, juste en le contrôlant, démontrant qu'elle pouvait faire ce qu'il essayait de lui faire depuis des mois. Brice se débattit, réalisa qu'il ne pouvait pas se libérer, et ses yeux s'écarquillèrent de peur sincère. Léna le vit, ressentit une vague de satisfaction qui était à la fois de la justification et du pouvoir, et cela lui fit plus peur que tout. Ce sentiment, cette montée d'adrénaline d'avoir quelqu'un complètement à sa merci, c'était ce que son père avait dû ressentir à chaque fois qu'il utilisait ses poings. C'était l'addiction contre laquelle sa mère l'avait mise en garde. Elle le relâcha immédiatement et recula les mains levées. « Je ne veux pas me battre. Laisse-moi tranquille. » Brice trébucha, retrouva son équilibre, et Léna vit le moment où la peur se transforma en rage humiliée. Il s'était fait avoir 2 fois maintenant, les 2 fois devant des témoins, et toute sa structure sociale était bâtie sur une fondation de domination qui se fissurait maintenant. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Il devait rétablir le contrôle, devait prouver qu'il était toujours l'alpha, toujours celui qui avait le pouvoir. Ce n'est pas fini. Sa voix tremblait légèrement. Loin de là. Il partit, sa bande le suivant, et la cantine reprit lentement vie dans un brouhaha de conversation. Tout le monde parlait de ce qui venait de se passer, téléphone sorti, postant déjà sur les réseaux sociaux, transformant l'incident en légende. Léna s'assit lourdement, ses jambes soudainement faibles, l'adrénaline faisant trembler ses mains. Julien s'assit à côté d'elle, son expression un mélange d'inquiétude et de quelque chose qui aurait pu être de la fierté. C'était soit très courageux, soit très stupide. Je n'arrive pas à décider. Les deux. La voix de Léna sortit mal assurée. Définitivement les deux. Tu as vu sa tête?
Grace souriait. On aurait dit qu'il allait pleurer. Il ne va pas pleurer. La voix de Priya était sérieuse. Il va riposter. Les gens comme Brice ne supportent pas d'être humiliés. Il va revenir plus fort. Qu'il vienne. Devon filmait toujours avec son téléphone. Tout est sur vidéo. Elle n'a rien fait de mal. Pure légitime défense. Mais Lena savait que ça n'aurait pas d'importance. Les faits, les preuves vidéo et les arguments de légitime défense ne signifiaient rien quand on était face à quelqu'un dont le père siégeait au conseil municipal et dont la mère pouvait faire virer des profs d'un coup de fil. Brice avait des ressources, des relations et tout le poids de la structure sociale du lycée Jean Moulin derrière lui. Elle avait la compétence, la rage et une promesse qu'elle luttait pour tenir. Le reste de la journée se passa dans un brouillard. Les professeurs avaient manifestement entendu parler de l'incident de la cantine, car plusieurs d'entre eux prirent Lena à part avec des expressions allant de l'inquiétude à une excitation mal déguisée face au drame. Aucun d'eux ne lui demanda si elle allait bien. Aucun d'eux ne sembla se soucier qu'elle se soit fait harceler pendant des mois avant de finalement se défendre. Il voulait juste s'assurer qu'elle comprenait que la violence n'était pas tolérée au lycée Jean Moulin et qu'elle devait venir les voir si elle se sentait menacée, oubliant commodément qu'elle l'avait fait des semaines auparavant et avait été ignorée. Le vendredi apporta une nouvelle forme de harcèlement, l'isolement social complet. Brice avait dû faire passer le mot, car soudain, personne ne voulait s'asseoir près d'elle en classe. Les gens s'écartaient quand elle approchait. Les conversations mouraient quand elle entrait dans une pièce. C'était comme si elle avait été marquée d'une sorte de peste sociale. Et tout le monde avait peur que le contact les infecte. Même le groupe d'amis de Julien semblait discret, toujours amical, mais méfiant. Conscient que l'association avec Lena comportait des risques qu'il n'avait pas pleinement envisagés auparavant. Le week-end offrit un bref répit, mais Lena passa la majeure partie de celui-ci dans un état d'anticipation anxieuse, attendant que le couperet tombe. Tante Rosa remarqua que quelque chose n'allait pas, mais n'insista pas, se contentant de préparer les plats préférés de Lena et de lui laisser de l'espace pour digérer ce qui se passait. Le dimanche soir, Lena reçut un texto de Julien. « Il prépare un gros coup. J'ai entendu Clément parler de lundi. Fais attention. » Le lundi arriva avec le genre de clarté cristalline qui précède une tempête. Lena pouvait sentir la tension dans l'air dès qu'elle entra dans le lycée, pouvait la voir dans la façon dont les gens la regardaient, dans les groupes d'élèves qui chuchotaient et regardaient leur téléphone. Quelque chose s'était passé, quelque chose avait été mis en branle, et elle y entrait à l'aveugle. La matinée se passa sans incident, ce qui ne fit que rendre Lena plus nerveuse. Elle attendait que Brice passe à l'action, mais il était introuvable. Clément et Marc étaient à leurs postes habituels, mais ils se contentaient de la regarder avec des expressions qui pouvaient être de l'anticipation ou de la pitié. À l'heure du déjeuner, les nerfs de Lena étaient tendus à un point tel qu'elle avait l'impression qu'elle allait craquer. Elle traversait le couloir principal en direction de la cantine, se déplaçant à contre-courant des élèves qui allaient tous dans la même direction, quand elle entendit la voix de Julien l'appeler. Elle se tourna pour le voir se frayer un chemin dans la foule, son expression urgente. « Ne va pas déjeuner. » Il lui attrapa le bras quand il l'atteignit. « Brice prépare quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais quoi que ce soit, ça se passe à la cantine. Alors j'y vais, c'est sûr. » La voix de Lena était calme, résignée. « Si je me cache, ça ne fera qu'empirer. Si je fuis, je lui donne exactement ce qu'il veut. »« Lena !» Julien commença à protester, mais elle se dirigeait déjà vers la cantine et il se mit à ses côtés parce que c'était ce qu'il était. Quelqu'un qui ne la laisserait pas affronter les choses seule, même quand elle le voulait. La cantine était exceptionnellement bondée pour cette heure matinale, avec des élèves regroupés autour de l'entrée et débordant dans le couloir. Lena pouvait entendre des rires et des cris, pouvait sentir le bourdonnement électrique de l'excitation de la foule qui précède un événement terrible. Elle se fraya un chemin jusqu'à l'entrée et s'arrêta net.
Au centre de la cantine, installé sur l'une des tables comme une sorte d'autel, se trouvait un immense panneau d'affichage couvert de photos imprimées. Des photos de Léna, des images photoshopées montrant son visage sur des corps pornographiques, des scénarios sexuels grossiers, des images conçues pour humilier et dégrader. Le visage en feu, le sang rugissant dans ses oreilles, Léna se força à regarder ce que Brice avait créé. Autour de l'affiche se trouvaient des copies imprimées des faux profils de réseaux sociaux, complétés par des citations inventées qui lui étaient attribuées, confessions sexuelles, déclarations racistes, insultes dirigées contre d'autres élèves. C'était une destruction de réputation en règle, une humiliation publique conçue pour anéantir le peu de statut social qu'elle aurait pu se construire. Brice se tenait à côté de sa création, les bras croisés, entouré de sa bande et d'au moins 20 autres élèves qui filmaient le spectacle. Quand il vit Léna, son sourire s'élargit. « La voilà, tout le monde, dites bonjour à la nouvelle célébrité du lycée Jean Moulin. » La foule s'écarta alors que Léna s'avançait, Julien juste derrière elle, et elle pouvait sentir des centaines d'yeux sur elle, pouvait entendre les commentaires chuchotés et les rires cruels. C'était le moment que Brice avait préparé, le coup de force ultime, une humiliation publique si complète qu'elle n'aurait d'autre choix que de quitter Jean Moulin, de disparaître, de le laisser gagner. Elle se tint devant l'affiche, fixant son propre visage tordu dans des scénarios dégradants, et quelque chose en elle se cristallisa en une clarté dure comme le diamant. Il ne s'agissait plus de se défendre. Il ne s'agissait plus de tenir des promesses ou d'éviter la violence. Il s'agissait de dignité humaine fondamentale, de tracer une ligne et de dire « pas plus loin ». Sa mère aurait compris. Sa mère aurait su qu'il y a une différence entre devenir une brute et refuser d'être détruite par une. Léna se tourna pour faire face à Brice, et l'expression sur son visage dut communiquer quelque chose, car son sourire vacilla légèrement. « Tu as fini ?» Sa voix porta à travers la cantine, claire et froide. « Je ne sais pas. Et toi ?» Brice désigna l'affiche. « Je veux dire, je pourrais probablement en faire d'autres. Vraiment faire preuve de créativité. Sauf si tu veux faire ce que j'ai dit avant. Te mettre à genoux, t'excuser, et peut-être que je l'enlèverai. » La foule enregistrait tout, les téléphones tenus en l'air, capturant chaque instant pour la postérité et la gloire sur les réseaux sociaux. Les professeurs commençaient à arriver, attirés par l'agitation, mais ils s'arrêtaient à la périphérie, regardant, n'intervenant pas. Tout le monde voulait voir comment cela allait se terminer. Non. La voix de Léna était stable. Je ne m'excuse pas. Et je ne fuis pas. Et j'ai fini de prétendre que tu as du pouvoir sur moi. C'est mignon. Brice s'approcha, et ses amis bougèrent avec lui, créant un cercle d'intimidation. Tu penses que parce que tu connais quelques prises d'autodéfense de base, ça te rend forte? Tu as attrapé mon poignet 2 fois, coup de chance. Mais tu n'es toujours rien, tu es toujours la nouvelle bizarre qui n'a pas sa place ici. Et après aujourd'hui, tout le monde saura exactement ce que tu es. Et c'est quoi? Demanda doucement Léna. Un déchet. Brice tendit la main, non pas pour l'attraper, mais pour la pousser à l'épaule avec dédain, le même geste qu'il avait tenté dans le gymnase. Tu es un dé. Sa main n'atteignit jamais sa cible. Léna bougea et soudain, Brice était au sol, ses jambes fauchaient si vite qu'il n'eut pas le temps d'amortir sa chute. La foule haleta, une inspiration collective, et dans le silence qui suivit, Léna se tenait au-dessus de lui, les mains le long du corps, pas en point, juste prête. « Lève-toi !» Sa voix trancha le silence. « Tu veux prouver que je ne suis rien? Alors prouve-le. Maintenant. Pas de ruse, pas d'amis, juste toi et moi, montre à tout le monde qui est un déchet et qui ne l'est pas. » Brice se releva en se dépêchant, le visage rouge d'humiliation et de rage.
Cela se passait devant tout le lycée, était enregistré sous une douzaine d'angles, et il n'avait d'autre choix que d'accepter le défi ou de tout perdre. Tu vas le regretter. Peut-être. La posture de Léna changea subtilement, le poids parfaitement réparti, les mains se levant en position de garde, que toute personne ayant une formation en arts martiaux reconnaîtrait immédiatement comme sérieuse. Mais toi, c'est certain. Ce qui se passa ensuite serait rediffusé sur les réseaux sociaux des milliers de fois, analysé image par image, transformé en légende et en mise en garde. Brice lança un crochet du droit sauvage, télégraphiant le coup si évidemment que Léna eut le temps de l'esquiver, de se décaler et de contrer avec un direct du droit à son plexus solaire qui le plia en deux, le souffle coupé. Elle n'enchaîna pas, ne profita pas de l'avantage, se remit simplement en garde et attendit. Clément arriva sur le côté, essayant de la saisir au corps à corps, et le corps de Léna passa en pilote automatique. 3 ans d'entraînement s'activèrent d'un coup, la mémoire musculaire prenant le dessus, et elle exécuta une projection de hanche parfaite qui envoya Clément s'écraser contre une table. Marc tenta ensuite, plongeant bas pour un plaquage, et Léna abaissa son poids, projeta ses jambes en arrière pour contrer la mise au sol, puis sécurisa un underhook et redirigea son élan pour qu'il trébuche devant elle et percute Clément. La foule était en délire maintenant, criant et acclamant, mais Léna les entendait à peine. Elle était dans la zone, cet état cristallin de conscience parfaite où le temps ralentissait et tout devenait clair. Théo la chargea par derrière. Elle le sentit venir plus qu'elle ne le vit, sentit le déplacement d'air, et exécuta un coup de pied arrière qui l'atteignit au ventre et le fit reculer en titubant dans la foule de spectateurs. Brice s'était assez remis pour essayer à nouveau, tentant cette fois une prise maladroite, et Léna répondit avec un niveau de précision qui démontrait exactement à quel point elle s'était retenue. Elle saisit son col d'une main, contrôla sa posture et faucha ses jambes tout en le tirant vers le bas, exécutant une projection en sacrifice d'école qui le mit sur le dos avec elle à genoux à côté de lui, en position dominante. Elle aurait pu passer en position montée, aurait pu faire pleuvoir les coups, aurait pu le faire la supplier d'arrêter. Au lieu de cela, elle se leva et recula. Reste au sol. Mais Brice n'avait pas fini. L'humiliation et la rage avaient pris le dessus sur le peu d'instinct de survie qu'il lui restait, et il revint sur elle une fois de plus, lançant une série de coups de poing désordonnés que Léna para ou esquiva avec un minimum d'effort. Elle pouvait voir l'épuisement s'installer, pouvait voir qu'il ne fonctionnait que sur l'adrénaline et l'ego pur, pouvait voir le moment exact où elle avait brisé sa volonté de se battre. Son dernier coup arriva, lent et désespéré, et Léna attrapa son poignet, appliqua une clé de bras debout qui mit son coude en hyper-extension juste assez pour faire mal sans blesser, et le fit reculer jusqu'à ce que ses épaules heurtent le mur de la cantine. Je pourrais te casser le bras maintenant. La voix de Léna était assez basse pour que seul Brice puisse l'entendre par-dessus la foule rugissante. Je pourrais te disloquer l'épaule, te fracturer le coude, t'envoyer à l'hôpital. C'est ce que tu penses que je suis, non? Violente. Un déchet. Quelqu'un qui résout les problèmes avec ses poings. Elle appliqua une pression légèrement plus forte et le sentit essayer de se dégager, sentit sa peur monter en flèche. Mais je ne vais pas le faire. Tu sais pourquoi. Va te faire foutre. La voix de Brice tremblait. Parce que je suis meilleur que toi. Léna le relâcha et recula, ses mains retombant le long de son corps. Je suis meilleur que l'argent de ton père, meilleur que ta bourse de rugby, meilleur que tous les avantages que tu as eus et qui t'ont fait croire que tu pouvais traiter les gens comme des ordures. Je suis meilleur parce que j'avais le pouvoir de te faire du mal et que j'ai choisi de ne pas le faire. Peux-tu en dire autant? Le silence dans la cantine était absolu. Des centaines d'élèves se tenaient figés, les téléphones enregistrant toujours, témoins de quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Une brute non seulement vaincue, mais moralement démantelée. Brice glissa le long du mur, tenant son bras, son visage une étude de choc, de honte et d'arrogance brisée.
Clément et Marc ne se relevaient pas. Théo avait disparu dans la foule, et Léna se tenait au centre de tout cela, respirant fort mais régulièrement, ses mains toujours pas formées en point. Puis quelqu'un commença à applaudir. Des applaudissements lents et délibérés qui venaient de quelque part dans la foule, et soudain d'autres se joignirent, jusqu'à ce que toute la cantine soit remplie du son des applaudissements et des acclamations. Non pas parce qu'ils aimaient Léna, non pas parce qu'elle était devenue leur héroïne, mais parce qu'ils avaient été témoins de l'impossible. Quelqu'un tenant tête au système qui les avait tous opprimés et gagnant par la seule force de sa volonté et de son talent. Les professeurs intervinrent enfin, se frayant un chemin dans la foule, élevant la voix pour exiger l'ordre. Madame Chevalier, la proviseure adjointe, arriva avec 2 surveillants, son expression sombre. Tout le monde dehors. Maintenant, Mademoiselle Blanchard, Monsieur Moreau, vous venez tous les deux avec moi immédiatement. Léna se dirigea vers la sortie et la foule s'écarta pour elle comme la mer Rouge. Elle pouvait sentir leurs yeux sur elle, pouvait entendre les conversations chuchotées, pouvait sentir que tout avait changé. Julien la rejoignit près de l'entrée, son expression un mélange d'admiration et d'inquiétude. C'était... Il semblait incapable de trouver les mots. Je sais. L'adrénaline de Léna retombait, la laissant tremblante et légèrement nauséeuse. Je sais. Le bureau de la proviseure adjointe était une pièce sans fenêtre, avec un éclairage fluorescent agressif qui faisait pleurer les yeux de Léna, meublé d'un bureau en métal, de 3 chaises en plastique inconfortables et de murs couverts d'affiches de motivation sur la réussite et la responsabilité qui semblaient grotesquement ironiques compte tenu des circonstances. Madame Chevalier était assise derrière son bureau avec Léna d'un côté et Brice de l'autre, tous deux silencieux, pendant qu'elle visionnait les multiples vidéos de la bagarre de la cantine sur sa tablette. Des surveillants se tenaient près de la porte, ostensiblement pour maintenir l'ordre, mais en réalité pour servir de menace implicite. Personne ne partirait avant que cela ne soit réglé. Mademoiselle Blanchard. Madame Chevalier leva enfin les yeux, son expression indéchiffrable. Le lycée Jean Moulin a une politique de tolérance zéro concernant la violence physique. Vous en êtes consciente? Oui, madame. Léna garda sa voix égale, respectueuse, ne leur donnant aucune munition à utiliser contre elle. Alors peut-être pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez choisi d'agresser 4 de vos camarades dans la cantine devant tout le lycée? La question était biaisée, conçue pour que Léna s'incrimine elle-même. La légitime défense n'est pas une agression. Léna croisa directement le regard de la proviseure adjointe. Brice me harcèle depuis ma première semaine ici. Lui et ses amis, ils ont détruit mon casier, m'ont jeté de la nourriture dessus, ont répandu des mensonges sur moi, créé de faux comptes sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui, ils ont installé cette affiche conçue pour m'humilier. Tout cela est documenté, d'autres élèves l'ont vu. Il y a des vidéos de la plupart de ces incidents. J'ai signalé une partie de cela à l'administration, mais rien n'a été fait. L'expression de Madame Chevalier se crispa légèrement. Si vous vous sentiez menacé, vous auriez dû venir nous voir. Je suis venu vous voir. La voix de Léna resta calme mais ferme. Il y a 3 semaines, après que mon casier a été vandalisé, on m'a dit que vous examineriez l'affaire. Rien ne s'est passé. Le harcèlement a continué et s'est intensifié. Quand Brice m'a menacé physiquement aujourd'hui, je me suis défendu, en utilisant la force minimale nécessaire. Je n'ai jamais frappé la première, jamais utilisé une force excessive, et je me suis arrêté dès que la menace a été neutralisée. C'est de la légitime défense de Manuel. Vous avez projeté 3 élèves, et mis Monsieur Moreau dans une clé de bras. La voix de Madame Chevalier portait une note d'incrédulité. Où exactement avez-vous appris à faire ça? Je me suis entraîné pendant 3 ans à Marseille. Léna ne voyait aucun intérêt à mentir maintenant. Kickboxing, Muay Thai et un peu de jiu-jitsu brésilien. Mon oncle possède une salle de sport. C'était une thérapie après la mort de ma mère.
Et vous n'avez pas pensé à le mentionner lors de votre inscription? Le ton de la proviseure adjointe suggérait que c'était en quelque sorte la faute de Léna de ne pas les avoir prévenus qu'elle savait se défendre. Je ne pensais pas que c'était pertinent. Léna garda sa voix neutre. Je suis venu ici pour faire des études, pas pour me battre. J'ai passé 2 mois à éviter la confrontation, à ignorer le harcèlement, à essayer de faire profil bas. Je ne me suis défendu que lorsque je n'avais pas d'autre option et que quelqu'un a posé les mains sur moi en premier. Chaque vidéo le montrera. Brice était resté silencieux tout au long de cet échange, mais il prit maintenant la parole, sa voix rauque. Elle le cherche depuis qu'elle est arrivée. À se promener comme si tout lui appartenait, à faire sa supérieure. Je ne t'ai littéralement jamais parlé jusqu'à ce que tu commences à me harceler. Léna le coupa, sa patience s'effritant enfin. Je suis arrivé dans ce lycée en essayant de disparaître, et tu as décidé de faire de moi ton projet. Tu as décidé que m'humilier serait amusant. Tu as créé ces affiches, répandu ces mensonges, recruté tes amis pour faire de ma vie un enfer. Et quand je me suis enfin défendu, tu n'as pas pu le supporter. C'est de ta faute, pas de la mienne. Ça suffit. Madame Chevalier leva la main. Monsieur Moreau, vous êtes exclu temporairement en attendant une enquête complète sur les allégations de harcèlement. Mademoiselle Blanchard, vous êtes également exclue temporairement pendant que nous déterminons si votre réponse était proportionnée à la menace. Vous pouvez tous les deux récupérer vos affaires et quitter le campus immédiatement. Vos parents seront contactés. Léna ressentit l'injustice comme un coup physique. Elle était punie pour s'être défendue, mise dans le même sac que son harceleur, comme s'ils étaient également coupables, traités comme le problème au lieu de la victime qui en avait finalement eu assez. Mais argumenter ne ferait qu'empirer les choses. Alors elle se leva, garda une expression neutre et sortit du bureau la tête haute. Julien attendait dans le couloir, avec Grace, Devon et Priya. Ils l'entourèrent immédiatement, offrant leur soutien, exprimant leur indignation, promettant de faire des déclarations sur le harcèlement dont ils avaient été témoins. Julien la prit à part, son expression sérieuse. « Mon père est avocat. Il s'occupe d'affaires de droit civique. Je lui ai déjà envoyé un texto. Il veut te parler de possibles plaintes pour discrimination et harcèlement contre le lycée. » Je n'ai pas les moyens de me payer un avocat. La voix de Léna était plate. Il le fera pro bono. Il déteste les brutes. Julien sourit légèrement. Et apparemment, ma description de ce que tu as fait à la cantine l'a impressionné. Il a dit que toute personne avec autant de retenue sous une telle attaque est quelqu'un qui mérite d'être défendu. Léna sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Un nœud serré d'isolement et de peur qui était là depuis Marseille. « Merci. » « Ne me remercie pas tout de suite. » L'expression de Julien devint sérieuse. « Ça va empirer avant de s'améliorer. Les parents de Brice vont prendre des avocats, essayer de retourner la situation, de faire de toi l'agresseur. Le lycée va vouloir étouffer l'affaire pour protéger sa réputation. Tu dois être prête pour un combat juridique cette fois. » « Je suis prête. » Et Léna réalisa qu'elle le pensait. Elle avait passé 2 mois à être passive, à être la victime, à essayer d'honorer une promesse que sa mère aurait modifiée si elle avait connu les circonstances. Tenir tête à Brice n'avait pas fait d'elle une brute. Cela l'avait rendue libre. L'exclusion temporaire dura 2 semaines pendant que le lycée menait son enquête, période durant laquelle la vidéo du combat de Léna devint une sensation virale. Quelqu'un l'avait postée sur TikTok, Twitter et Instagram, et elle s'était répandue comme une traînée de poudre. Elle recevait des messages d'inconnus, certains de soutien, d'autres critiques, beaucoup voulant savoir où elle s'était entraînée et si elle pouvait leur apprendre. Les médias reprirent l'histoire, la présentant sous des angles allant de « une jeune fille vainc son harceleur » à l'épidémie de violence scolaire, selon leur ligne éditoriale. Léna ignora tout cela, se concentrant sur le travail avec le père de Julien pour monter un dossier complet documentant le harcèlement qu'elle avait subi. Les preuves étaient accablantes.
Les images des caméras de sécurité montraient de multiples incidents où Brice et ses amis la ciblaient. Des captures d'écran des faux comptes de réseaux sociaux, avec les métadonnées prouvant quand ils avaient été créés. Des SMS de numéros anonymes qui pouvaient être tracés. Des témoignages d'élèves qui avaient vu le harcèlement, mais avaient eu trop peur pour intervenir. L'affiche elle-même, avec ses images photoshopées dégradantes, constituait du harcèlement sexuel et potentiellement de la diffamation. Des dossiers médicaux montrant les bleus causés par les bousculades contre les casiers. Lorsque le conseil de discipline se réunit enfin, Léna entra dans la salle de conférence avec le père de Julien, David Torres, un homme élégant, aux yeux bienveillants, spécialisé en droit de l'éducation. De l'autre côté de la table se trouvait Brice et ses parents, son père, en tout point le politicien que Léna avait imaginé, sa mère, mince, élégante et rayonnant de désapprobation. L'avocat du lycée était là, ainsi que Madame Chevalier et le proviseur Martin, qui avait été commodément absent tout au long de l'enquête. L'audience dura 3 heures. David Torres présenta les preuves méthodiquement, construisant un cas irréfutable de harcèlement systématique, de manquement de l'institution à protéger une élève et de pratiques disciplinaires discriminatoires. Il montra les vidéos de Léna se défendant, soulignant les marqueurs clairs de la légitime défense, la retenue dont elle avait fait preuve, les multiples occasions qu'elle avait eues de blesser gravement Brice, mais qu'elle avait choisi de ne pas saisir. Il cita la jurisprudence, invoqua des violations de la loi et fit clairement comprendre que si le lycée ne gérait pas cela de manière appropriée, il porterait l'affaire devant les tribunaux civils. Le père de Brice tenta d'argumenter que son fils avait été la véritable victime, que la force excessive de Léna était injustifiée, qu'elle devrait être renvoyée pour avoir apporté la violence au lycée Jean Moulin. Mais les preuves étaient trop accablantes, et David Torres détruisit chaque argument avec la précision calme de quelqu'un qui avait passé des décennies dans les prétoires. Lorsque la mère de Brice tenta de suggérer que Léna avait en quelque sorte provoqué le harcèlement, David se contenta de passer la vidéo du panneau d'affichage avec ses images sexuellement explicites et demanda si elle suggérait que la réponse de son fils à une provocation perçue était appropriée. Le conseil de discipline statua en faveur de Léna. Brice fut exclu pour le reste du trimestre, obligé de suivre une thérapie et mis en probation pour sa dernière année. Clément, Marc et Théo reçurent des punitions similaires. Les faux comptes de réseaux sociaux furent effacés d'Internet. Le lycée mit en place de nouvelles politiques anti-harcèlement et une formation obligatoire pour le personnel sur les procédures d'intervention. Et l'exclusion de Léna fut retirée de son dossier, remplacée par une mention indiquant qu'elle avait agi en état de légitime défense. C'était ce qui se rapprochait le plus de la justice, et bien que cela n'effaça pas le traumatisme de ces 2 premiers mois, cela validait que ce qu'elle avait vécu était réel, injuste et non de sa faute. Quand Léna retourna au lycée Jean Moulin, après les 2 semaines d'exclusion, elle franchit les portes d'entrée avec Julien à ses côtés et la tête haute. L'atmosphère était complètement différente. Les élèves hochaient la tête en la croisant, certains offrant de discrets mots de soutien, d'autres reconnaissant simplement sa présence avec respect. Les couloirs qui avaient semblé être un parcours du combattant étaient maintenant navigables. Les professeurs qui avaient fait semblant de ne pas voir son harcèlement se démenaient maintenant pour prendre de ses nouvelles, pour s'assurer qu'elle avait ce dont elle avait besoin, coupable de leur inaction passée. Son premier cours était le français avec Madame Dubois, et quand Léna entra, la salle se tut. Puis, quelqu'un commença un applaudissement lent, non pas moqueur, mais reconnaissant sincèrement sa présence. D'autres se joignirent jusqu'à ce que toute la classe applaudisse et Madame Dubois ne les arrêta pas. Quand les applaudissements cessèrent, Madame Dubois dit simplement « Bon retour parmi nous, Léna. Nous sommes heureux que tu sois là. » Le déjeuner était différent aussi. Léna s'assit avec Julien et ses amis à leur table habituelle, mais ils furent rejoints par d'autres élèves.
Certains de ceux qui avaient été les victimes de Brice, d'autres qui voulaient simplement être près de quelqu'un qui avait tenu tête au système. La cantine avait toujours ses hiérarchies sociales, mais il y avait une nouvelle conscience, un sentiment que les choses pouvaient changer si les gens étaient prêts à riposter. Grace se pencha sur la table, son expression curieuse. « Alors, tu vas donner des cours d'autodéfense ou quelque chose comme ça? Parce que la moitié des filles du lycée veulent apprendre comment tu as fait ça. » « Je ne sais pas. » Léna considéra sérieusement la question. « Peut-être. Si je pouvais apprendre aux gens à se défendre sans devenir eux-mêmes des brutes, ça vaudrait la peine. Il y a une différence entre savoir se battre et être un bagarreur. » La voix de Julien était pensive. « Tu l'as prouvé, tu avais toutes les occasions de blesser sérieusement Brice, et tu as choisi de ne pas le faire. C'est ce que les gens retiennent le plus de la vidéo, pas que tu as gagné, mais que tu as fait preuve de clémence. » L'observation s'installa dans l'esprit de Léna comme la pièce d'un puzzle qui s'emboîte. C'était la leçon que sa mère avait essayé de lui enseigner, la sagesse que son père n'avait jamais apprise, le pouvoir sans retenue et la tyrannie, la force sans compassion et la brutalité. Savoir comment blesser quelqu'un et choisir de ne pas le faire est la plus haute forme de force. Les semaines qui suivirent son retour établirent une nouvelle normalité. Brice revint après son exclusion, une personne différente, plus silencieux, plus prudent, évitant le contact visuel avec la plupart des gens et surtout avec Léna. Elle le voyait parfois dans le couloir, généralement seul maintenant que Clément et Marc gardèrent leur distance, et il semblait plus petit, diminué. Son trône au sommet de la hiérarchie sociale du lycée Jean Moulin avait été démantelé, et il apprenait ce que c'était que d'être juste un autre élève sans pouvoir ni protection. 3 semaines après son retour, Léna était à la bibliothèque, en train de travailler sur un exposé, quand Brice apparut à sa table. Elle se tendit automatiquement, son corps se préparant à la menace, mais il leva les mains en un geste apaisant et resta à une distance prudente. « Je peux te parler ?» Sa voix était incertaine, rien à voir avec l'arrogance qu'il avait affichée auparavant. Léna désigna la chaise en face d'elle, méfiante mais disposée à l'écouter. Julien était à la table voisine, assez proche pour intervenir si nécessaire, et la bibliothécaire surveillait depuis son bureau. Brice s'assit prudemment, comme s'il approchait un animal sauvage qui pourrait s'enfuir. « Je voulais m'excuser. » Les mots sortirent avec raideur, clairement répétés, mais il y avait quelque chose en dessous qui aurait pu être sincère. Pour tout. Le harcèlement, l'affiche, tout. Ce que j'ai fait était mal, et tu ne méritais rien de tout ça. Léna étudia son visage, cherchant l'angle, la manipulation, le piège. Mais ce qu'elle vit à la place, c'était de l'épuisement, de la honte, et quelque chose qui aurait pu être le début d'une prise de conscience. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Elle garda sa voix neutre. « Honnêtement ?» Brice baissa les yeux sur ses mains. « Parce que je le pouvais. Parce que faire en sorte que les autres se sentent petits me faisait me sentir grand. Parce que mon père me met la pression pour le rugby, les notes, et pour que je sois parfait depuis que j'ai 10 ans, et me défouler sur quelqu'un d'autre était plus facile que de gérer mes propres problèmes. » Il fit une pause. « Et parce que quand j'ai vu que tu ne réagissais pas, que tu ne te défendais pas, j'ai pensé que tu étais faible. J'ai pensé que je pouvais faire tout ce que je voulais et que tu te laisserais faire. »« Et maintenant ?» demanda Léna. « Maintenant, je sais que tu n'es pas faible. Tu es plus forte que moi, plus forte que n'importe qui que je connaisse. » Brice croisa brièvement son regard, puis le détourna. « Tu aurais pu me détruire ce jour-là à la cantine, m'envoyer à l'hôpital, et tu ne l'as pas fait. Tu as fait preuve de clémence. Je ne sais pas si j'aurais fait la même chose. C'est la différence entre nous. » La voix de Léna était calme. « Je ne veux pas détruire les gens. Je veux juste exister sans être détruite. Je comprends ça maintenant. » Brice se leva lentement.
Je suis en thérapie. Mes parents m'obligent à y aller, mais honnêtement, je pense que j'en ai besoin. Mon psy dit que j'ai extériorisé le traumatisme de mes propres problèmes, que j'ai projeté, peu importe. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'essaie de comprendre. Il hésita. Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé et que j'essaie d'être différent. Léna le considéra un long moment. C'était à ça que ressemblait la prise de responsabilité. Pas parfaite, pas facile, mais sincère. Je ne te pardonne pas. Pas encore. Peut-être jamais. Ce que tu as fait a causé de vrais dommages, et des excuses ne défont pas ça. Mais je crois que tu essaies de changer, et c'est un début. Ne retombe pas dans tes travers. Ne retombe pas dans tes anciens schémas. Sois vraiment meilleur. Je le serai. Brice hocha la tête. Ou j'essaierai, en tout cas. Il partit sans un autre mot, et Léna le regarda s'éloigner, ressentant des émotions complexes qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Le soulagement que le chapitre se referme, la satisfaction qu'il fasse face aux conséquences, et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir que les gens puissent vraiment changer s'ils le choisissaient. Julien se déplaça à sa table, une fois Brice parti, se glissant sur la chaise en face d'elle. « Il a fallu du courage pour te parler comme ça. Il m'a fallu du courage pour ne pas le frapper. » Léna le dit sur un ton léger, mais ils savaient tous les deux qu'il y avait une part de vérité là-dessous. La tentation de s'en prendre à son bourreau, de lui faire ressentir ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'il lui avait fait subir, avait été presque écrasante. Choisir d'écouter à la place, de permettre la possibilité de la rédemption, était plus difficile que n'importe quel combat. C'est pour ça que tu es meilleur que lui. Julien tendit la main sur la table et prit la sienne, un geste qui était devenu de plus en plus courant au cours des dernières semaines, alors que leur amitié évoluait vers quelque chose de plus. Tu comprends que lui faire du mal ne t'aurait pas fait te sentir mieux. Ça n'aurait fait que perpétuer le cycle. Ma mère t'aurait bien aimé. Léna serra sa main. Elle disait toujours que le monde avait besoin de plus de gens qui choisissent la gentillesse plutôt que la vengeance. Ta mère aurait été fière de toi. La voix de Julien était sérieuse. Tu as tenu ta promesse envers elle. Pas en étant passive, mais en étant meilleure que tes circonstances. C'est plus difficile. Au cours des semaines suivantes, Léna remarqua d'autres changements se propager au lycée Jean Moulin. Les élèves, qui avaient été des témoins silencieux du harcèlement, prenaient davantage la parole, intervenant lorsqu'ils voyaient du harcèlement, signalant les incidents aux professeurs qui maintenant réagissaient réellement. La culture était en train de changer lentement, imparfaitement, mais indéniablement. La nouvelle de ce que Léna avait enduré et de la façon dont elle avait réagi s'était répandue, et c'était devenu un point de référence. Si elle pouvait tenir tête à Brice Moreau avec retenue et courage, peut-être que d'autres pourraient tenir tête à leur propre brute. Un élève de seconde approcha Léna un jour après les cours, un petit garçon avec un appareil dentaire et des lunettes épaisses qui avait l'air terrifié mais déterminé. « Des gars m'embêtent, ils me bousculent, me prennent mes affaires. J'ai vu ce que tu as fait et je voulais demander comment je fais pour qu'ils arrêtent, sans, genre, me battre ?» Léna n'avait pas de réponse facile pour lui. Elle ne pouvait pas lui apprendre le kickboxing dans une conversation de couloir, ne pouvait pas télécharger 3 ans d'entraînement dans sa tête. Mais elle pouvait partager ce qu'elle avait appris. Tiens-toi droit, regarde-les dans les yeux. Ne réagis pas comme ils le veulent. Les brutes se nourrissent de la peur et de la soumission. Si tu refuses de leur donner ça, ils perdent leur pouvoir. Et trouve tes gens, des amis qui te soutiendront, qui seront à tes côtés. Tu n'as pas à affronter ça seul. Mais s'il me frappe... La voix du garçon était faible. Alors tu te défends, tu documentes tout, et tu le signales à des adultes qui t'aideront vraiment. Léna fit une pause. Et si tu as besoin de renfort, viens me trouver ou mes amis. On sera avec toi.
Le visage du garçon s'illumina de soulagement et de gratitude, et il s'éloigna en se dépêchant, l'air un peu plus grand. Julien avait assisté à l'échange, et il sourit. « Tu es en train de lancer un mouvement ici. La justice personnelle par la gentillesse radicale et l'autodéfense stratégique. C'est une histoire d'origine de super-héros nuls. » Mais Léna souriait aussi. Peut-être que c'était comme ça que le vrai changement se produisait. Non pas par de grands gestes ou des confrontations dramatiques, mais par de petits actes de courage qui inspiraient les autres à être courageuses aussi. La relation de Léna avec Julien s'approfondit naturellement au cours du mois suivant. Ils allaient à des concerts dans le centre de Lyon, de petites salles où son groupe jouait devant des foules d'une 50aine de personnes qui appréciaient les guitares bruyantes et les paroles sincères. Ils étudiaient ensemble dans des cafés, s'aidant mutuellement pour les devoirs, parlant de leurs projets universitaires et de leurs rêves au-delà du lycée Jean Moulin. Ils allaient en voiture jusqu'au bord du Rhône, au coucher du soleil, et s'asseyaient sur le capot de la voiture de Léna, regardant la lumière passer de l'orange au violet puis au noir, parlant de tout et de rien. Julien ne la poussa jamais à donner des détails sur son entraînement qu'elle n'était pas prête à partager, ne lui demanda jamais de démontrer des techniques ou de revivre le combat. Il comprenait que son passé dans les arts martiaux était compliqué, lié au deuil, à l'identité et à des promesses qu'elle apprenait encore à tenir. Quand elle en parlait, de la salle d'oncle Marc, de la sensation d'une exécution parfaite, de la peur de devenir son père, il écoutait sans jugement et offrait le genre de compréhension qui ne vient que de quelqu'un qui se soucie sincèrement d'une autre personne. Leur premier baiser eut lieu lors d'une de ces soirées au bord du fleuve, alors que la conversation s'était apaisée en un silence confortable et que Léna réalisa qu'elle était heureuse. Vraiment, sincèrement heureuse. Pour la première fois, depuis la mort de sa mère, Julien se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait, et quand leurs lèvres se rencontrèrent, cela sembla la chose la plus naturelle du monde. Quand ils se séparèrent, ils souriaient. « Ça faisait un moment que je voulais faire ça. »« Je sais. » Léna se sentit sourire en retour. « Je suis contente que tu l'aies fait. Alors, on va où à partir de maintenant ?» Le ton de Julien était léger, mais la question était sérieuse. Vers l'avant. Léna posa sa tête sur son épaule, regardant les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. On va de l'avant. L'année scolaire se poursuivit avec une normalité qui semblait encore étrange après l'intensité de ses premiers mois. Léna rejoignit l'équipe d'athlétisme, ayant besoin de l'exutoire physique et appréciant la qualité méditative des longues courses. Elle lança un atelier d'autodéfense pour les élèves intéressés, enseignant des techniques de base et mettant l'accent sur la conscience et la désescalade plutôt que sur la violence. Elle se fit de vrais amis, des gens qui connaissaient son histoire et choisissaient de la fréquenter quand même, qui l'appréciaient pour plus que ce qu'elle avait fait à la cantine. Brice garda ses distances, mais tint aussi sa parole. Il n'harcela personne, n'essaya pas de retrouver son ancien statut social, se contenta d'aller en cours et en thérapie et d'essayer de comprendre qui il était sans l'armure de l'arrogance et de l'agression. Clément et Marc avaient changé de lycée, incapables de supporter les conséquences sociales de leurs actes. Théo obtint son bac en avance et partit à l'université un semestre plus tôt, impatient de fuir Jean Moulin et de recommencer ailleurs, là où personne ne connaissait son histoire. Le dernier jour du semestre, Léna se retrouva à la cantine pendant le déjeuner, assise avec Julien et leurs amis, quand elle vit une scène se dérouler près de l'entrée. Un élève plus grand en poussait un plus petit, posture d'intimidation classique, attirant une foule. Sans réfléchir, Léna se leva et s'approcha. « Hé !» Sa voix portait une autorité qu'elle ne possédait pas 6 mois plus tôt. « Ça suffit. » L'élève plus grand se tourna, la reconnut, et sa posture agressive vacilla. « Ça ne te regarde pas. »« Si,
Maintenant. Léna se plaça entre les deux élèves, non pas menaçante, mais indubitablement protectrice. Va-t'en. Pendant un instant, la situation aurait pu basculer. L'élève plus grand pesait ses options, calculant si cela valait la peine d'aller plus loin. Mais il regarda la foule qui se formait, les téléphones qui sortaient pour enregistrer, la façon dont d'autres élèves se déplaçaient pour se tenir derrière Léna en signe de solidarité, et il fit le bon choix. Peu importe. Ça n'en vaut pas la peine. Il s'éloigna, et la tension se dissipa. L'élève plus petit, un élève de première que Léna reconnut de son atelier d'autodéfense, la regarda avec soulagement. « Merci. J'aurais pu gérer, mais c'est bien de savoir que quelqu'un te couvre. » Léna sourit. « C'est ce qu'on fait ici, maintenant. On veille les uns sur les autres. » En retournant à sa table, Léna sentit le poids de dizaines de regards sur elle, mais c'était différent maintenant. Pas la tension prédatrice qu'elle avait subie les premières semaines, mais quelque chose de plus proche du respect. Elle était devenue le symbole de quelque chose. La résistance peut-être, ou le courage, ou la possibilité du changement. C'était une responsabilité qu'elle n'avait pas demandée, mais qu'elle avait appris à porter. Ce soir-là, Léna se rendit à la salle de sport où elle s'entraînait à nouveau en secret. Un petit endroit dans le sud de Lyon où le propriétaire connaissait oncle Marc et avait accepté de la laisser s'entraîner en échange de son aide pour les cours pour enfants. Elle banda soigneusement ses mains, sentant le rythme familier des mouvements, enfila ses gants et s'approcha du sac de frappe. Pendant 3 rounds, elle enchaîna les combinaisons. Jab, direct, crochet, coup de pied circulaire, coude, genou, chaque technique lancée avec pleine puissance mais un contrôle parfait, le sac se balançant sur sa chaîne, l'impact se répercutant dans son corps. Quand elle eut fini, trempée de sueur et respirant fort, elle se regarda dans le miroir. La fille qui la regardait était différente de celle qui était arrivée au lycée Jean Moulin des mois auparavant, plus forte, non seulement physiquement, mais de manière plus difficile à quantifier. Elle avait affronté ses peurs, brisé son silence, s'était défendue et avait défendu les autres, et avait réussi à le faire sans devenir le monstre que sa mère avait craint qu'elle ne devienne. La promesse avait été tenue, mais pas de la manière qu'elles avaient toutes deux anticipée. Son téléphone vibra avec un texto de Julien. « Dîner demain ? Je veux que tu rencontres mes parents officiellement. » Léna sourit, tapa « oui » en réponse, et commença à défaire les bandes de ses mains. La salle était vide à l'exception d'elle et du chat du propriétaire, un énorme chat roux qui avait élu domicile sur le comptoir d'accueil. L'endroit sentait la sueur, le cuir et la détermination, une odeur qui avait désespérément manqué à Léna et qu'elle appréciait maintenant encore plus profondément parce qu'elle avait choisi d'y revenir. En rentrant chez elle à travers les rues de Lyon, Léna pensa à tout ce qui s'était passé. Le harcèlement, la peur, la décision de riposter, les conséquences et le changement. Les amitiés, la relation et le sentiment d'utilité qu'elle avait découvert. Elle pensa à Brice et à ses excuses hésitantes, aux petites victoires qui avaient suivi la grande confrontation, à la façon dont le courage d'une personne pouvait se propager et changer toute une culture. Surtout, elle pensa à sa mère. Léna avait tenu sa promesse, non pas en étant passive, non pas en acceptant les abus, mais en étant assez forte pour se défendre sans perdre son humanité dans le processus. Elle avait appris que la vraie force ne consistait pas à dominer les autres ou à prouver sa supériorité. Elle consistait à connaître son pouvoir et à choisir soigneusement comment l'utiliser. Elle consistait à se défendre sans rabaisser les autres. Elle consistait à briser les cycles plutôt qu'à les perpétuer. Le dernier mois d'école passa rapidement. Léna maintint ses notes, continua ses ateliers d'autodéfense, fit du cross-country et prépara ses dossiers pour l'université. Elle et Julien devinrent l'un de ces couples qui donnent l'impression que la vie à deux est facile, se soutenant mutuellement dans leurs objectifs et se donnant l'espace de grandir.
Brice termina sa thérapie et son exclusion et obtint son bac discrètement, quittant Jean Moulin sans aucune des fanfares qui avaient entouré ses premières années. Les nouvelles politiques anti-harcèlement de l'école montraient des résultats, avec plus d'élèves signalant des incidents et plus de professeurs intervenant réellement. Le jour de la remise des diplômes, Léna traversa la scène en toge pour recevoir son diplôme, et les applaudissements furent sincères et chaleureux. Elle n'était ni major de promotion, ni reine du bal, ni capitaine d'aucune équipe. Elle était juste Léna Blanchard, une élève qui avait survécu à une situation terrible et en était sortie plus forte, et c'était suffisant. Julien obtint son diplôme avec elle, ainsi que Grace, Devon et Priya, tous en partance pour des universités différentes, mais déterminés à rester en contact. À la fête de remise des diplômes, organisée par la famille de Julien, son père prit Léna à part pour une conversation privée. « Je voulais te remercier », dit David Torres, son expression sérieuse, « pour être une bonne influence sur Julien, mais aussi pour être un exemple du genre de courage et de retenue que j'ai passé ma carrière à essayer de défendre. J'ai juste fait ce que je devais faire. » Léna se sentit mal à l'aise avec les éloges. Non. La voix de David était ferme. Tu as fait ce que tu as choisi de faire. Il y a une différence. Tu aurais pu faire bien pire à Brice ce jour-là. Tu aurais pu le blesser gravement et plaider la légitime défense. Et étant donné les circonstances, tu aurais probablement été innocenté. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi la clémence. Ce n'est pas de l'instinct. C'est du caractère. Les mots s'installèrent dans la poitrine de Léna, chaleureux et réconfortants, et elle réalisa qu'il avait raison. Chaque moment de ce combat avait été un choix. Ne pas mutiler, ne pas humilier au-delà du nécessaire, ne pas devenir le genre de personne qui utilise le pouvoir pour dominer les autres. Ces choix avaient été plus difficiles que la confrontation physique, et ils avaient compté davantage sur le long terme. L'été arriva avec sa promesse de jours de farniente et de nouveaux départs. Léna travailla à la salle de sport d'oncle Marc, qui avait ouvert une succursale à Lyon et avait besoin d'instructeurs expérimentés. Elle donna des cours pour enfants et adultes, mettant l'accent sur la discipline, le contrôle et l'importance d'utiliser les arts martiaux uniquement pour l'autodéfense. Elle continua de sortir avec Julien, leur relation s'approfondissant alors qu'ils planifiaient un avenir qui pourrait inclure des universités différentes, mais qui les inclurait certainement l'un l'autre, quelle que soit la forme que cela prendrait. Un soir de fin juillet, Léna reçut un message sur les réseaux sociaux de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Le message était court. « J'ai vu ta vidéo du lycée Jean Moulin. Je me fais harceler dans mon école et je ne sais pas quoi faire. As-tu déjà regretté de t'être défendue ?» Léna fixa le message pendant un long moment, réfléchissant à la manière de répondre. Le regrettait-elle? Le combat avait eu des conséquences. L'exclusion, l'enquête, le stress pour tante Rosa, la façon dont certaines personnes la regardaient encore comme si elle était dangereuse. Mais il l'avait aussi libérée, lui avait permis de retrouver sa dignité, avait changé la culture du lycée Jean Moulin de manière qui résonnait encore. Plus important encore, il lui avait appris que la force et la clémence n'étaient pas des opposés. Elles étaient partenaires. Elle tapa sa réponse avec soin. « Je ne regrette pas de m'être défendue. Mais je suis contente de l'avoir fait sans perdre qui je suis. La vraie victoire n'a pas été de le mettre à terre. C'était de me relever ensuite et de choisir de ne pas devenir comme lui. Quoi que tu décides de faire, assure-toi de pouvoir vivre avec la personne que tu deviens dans le processus. » Elle appuya sur « Envoyer » et posa son téléphone, espérant que la personne qui recevrait le message comprendrait ce qu'elle essayait de dire. La violence n'était pas la réponse, mais accepter les abus non plus. Le chemin entre ces extrêmes était étroit et difficile à parcourir, mais c'était le seul chemin qui en valait la peine. 6 mois après la bagarre de la cantine, le premier jour de son premier semestre à l'université, Léna traversa le campus de l'université Lyon, avec son sac à dos, son passé soigneusement caché et sa sagesse durement acquise.
Elle avait choisi le droit pénal comme spécialité, voulant travailler au sein du système pour aider d'autres personnes qui se sentaient impuissantes, être le genre de défenseur dont elle avait eu besoin pendant ces terribles semaines à Jean Moulin. Elle avait continué à s'entraîner, à enseigner, à honorer la mémoire de sa mère en étant forte sans être cruelle. En trouvant sa première salle de cours, Léna aperçut son reflet dans une fenêtre, grande et droite, la tête haute, les yeux tournés vers l'avant. Elle avait l'air confiante, capable, libre. La fille qui était arrivée au lycée Jean Moulin, en essayant de disparaître, avait appris à prendre sa place sans s'en excuser. La promesse qu'elle avait faite à sa mère avait évolué en quelque chose de plus nuancé. Non pas ne jamais se battre, mais se battre seulement lorsque c'est nécessaire et toujours avec retenue. Non pas être passive, mais être puissante sans être destructrice. Léna sourit à son reflet, pensant aux excuses de Brice, à l'élève de seconde qu'elle avait défendu et au message d'un inconnu demandant conseil. Elle pensa à Julien qui l'attendait après les cours, à l'atelier d'autodéfense qu'elle animerait le samedi, à l'avenir qui s'étendait devant elle avec des possibilités qu'elle était assez courageuse pour saisir. Elle avait appris la leçon la plus difficile, que la vraie force ne vient pas du pouvoir de détruire, mais de la sagesse de choisir la clémence, que se défendre ne nécessite pas de rabaisser les autres, que le courage d'une seule personne peut inspirer un changement qui se propage bien au-delà de l'impact initial, que briser les cycles de violence est plus difficile et plus important que de les perpétuer, que l'on peut être un combattant sans être une brute, puissant sans être cruel, fort sans être destructeur. Sa mère aurait été fière. Léna était enfin fière d'elle-même. Elle entra dans sa salle de classe, prit une place au milieu où elle pouvait tout voir, et se prépara à recommencer. Le passé était derrière elle, marqué par des cicatrices, des leçons et des victoires, grandes et petites. L'avenir était devant, plein de défis, d'opportunités et de la chance de devenir celle qu'elle choisirait d'être. Et à ce moment-là, le premier jour d'un nouveau chapitre, Léna Blanchard était exactement là où elle devait être, sans se cacher, sans fuir, sans s'excuser de prendre sa place dans le monde. Juste exister, avec dignité, force et la connaissance durement acquise que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de faire preuve de clémence envers ceux qui n'en ont montré aucune. Que parfois, le choix le plus fort est celui qui refuse la violence même quand la violence serait justifiée. Que parfois, la seule façon de gagner est d'être meilleur que ses circonstances, meilleur que son opposition, meilleur que le chemin le plus facile. Elle avait tenu sa promesse à sa mère, honoré la mémoire de son père en choisissant un chemin différent et s'était trouvée dans le processus. C'était suffisant. C'était tout.